J'avais recommencé à travailler 2 semaines à peine après mon accouchement. Jongman, mon compagnon, n'avait même pas essayé de m'en dissuader. Nous n'avions pas le choix. Comme je n'avais pas encore tout à fait recouvré mes forces, je ne pouvais prendre un emploi à temps plein. J'avais distribué des prospectus à la sortie du métro, sur les pare-brises des voitures, dans les parkings des centres commerciaux et dans les boîtes à lettres. Je faisais donc de la publicité aussi bien pour des instituts d'enseignement privés que pour des restaurants, des saunas, des hammams, des bars, des salons de thé ou des hôtels. Toutes les 2 heures, je rentrais chez moi pour allaiter ma fille. Le travail n'était pas difficile, mais la paye était minable. J'aurais dû trouver autre chose. Je me levais à l'aube et commençais à me préparer. Jongman collé à mes basques. Lorsque l'enfant se réveilla, il la prit dans ses bras et continua de me tourner autour. Je mis du riz à cuire et fis réchauffer la soupe de la veille, puis pressai une dernière fois mes seins pour en extraire le lait. Tout le temps que je mis à me laver le visage, à l'enduire de crème, à changer de sous-vêtements, Jongman ne me quitta pas des yeux. D'ailleurs, à moins de me tourner carrément le dos, il n'aurait pu faire autrement dans cette pièce exiguë que nous habitions. Ma fille, qui venait tout juste de passer le cap des 100 jours, me regardait, elle aussi, fixement. J'étais en train de me coiffer lorsque Jongman me suggéra. « Tu devrais peut-être mettre un peu de rouge à lèvres ?» J'hésitai un instant, puis, ne possédant aucun produit de maquillage, je m'appliquai une touche de vaseline sur la bouche. J'allaitai ensuite le bébé. Je me retins d'expliquer à mon compagnon comment préparer un biberon avec mon lait. Je lui avais déjà montré plus de 10 fois. « N'oublie pas de déjeuner, lui recommandai-je. Il y a de la soupe de prête et dans le frigo. » Cela aussi, je l'avais bien répété 5 à 6 reprises. Comme toujours, il me répondit « Oui, oui, ne t'inquiète pas. » Quand le bébé se mit à gazouiller, il lui prit la main et la secoua doucement dans la sienne en lui disant « Dis au revoir à maman et Young. » Je caressai les joues de ma fille. « Je suis désolée, » murmura-t-il. « Ce n'est pas grave, » répondis-je en souriant. Au moment où j'ouvris la porte, un courant d'air froid fit frissonner Young. « Passe une bonne journée, dit-il. » Je hochai la tête, caressai encore une fois la main de la petite. En voyant les joues bleuies de barbe de mon compagnon et le petit cou fluet de ma fille, je sentis une étrange tristesse s'emparer de moi, comme si on m'avait arraché aux gens que j'aimais le plus au monde. Je me hâtai de refermer la porte derrière moi. « Ne t'inquiète pas pour nous !» entendis-je derrière la porte. Je restai longtemps sur le seuil, incapable de me décider à partir. Ça m'ennuyait de laisser ma fille à son père alors qu'il était en pleine révision pour ses examens. Toutes les 2 heures, il fallait donner le biberon, changer les couches. Comment se concentrer dans ces conditions ? Je gagnais ma vie depuis l'âge de 16 ans, mais jamais je ne m'étais sentie aussi mal à l'aise en partant travailler. Même pendant les périodes de vache maigre, je n'avais pas eu le cœur aussi lourd. J'eus l'impression que le vieil escalier branlant qui descendait du toit en terrasse se dérobait sous mes pieds. Nous nous étions installés dans ce minuscule logement sur la terrasse d'un immeuble de 3 étages à la fin de l'été, 1 mois avant la naissance de notre fille. Quand les jours de grande chaleur, j'empruntais cet escalier de fer étroit et raide avec mon gros ventre pour aller faire mes courses au marché, tout mon corps se couvrait de sueur. Et lorsque je l'avais descendu pour me rendre à l'hôpital après avoir ressenti les premières contractions, le temps qu'il m'avait fallu pour arriver en bas m'avait paru plus long que tout le restant de ma vie. Le ciel était bas, mais j'espérais qu'il ne neigerait pas. Je dévalai la ruelle en pente et arrivai au carrefour tout essoufflé. En voyant le petit bonhomme vert clignoter, je fonçai sur le passage piéton. Une voiture me klaxonna. Le conducteur baissa sa vitre. C'était mon nouveau patron. Moi qui étais autrefois timide au point de ne retirer ma culotte que cachée sous les couvertures, je me déshabillais à présent sans vergogne devant les clients occupés à manger et m'allongeais sur le matelas en attendant qu'ils aient fini. Certains essayaient de prolonger le plaisir en entamant une conversation. Je les incitais à me pénétrer sans attendre. Je m'arrangeais pour qu'ils éjaculent le plus vite possible et qu'on en finisse. Mais il y en avait aussi qui me traitaient avec quelques égards. Je me prenais alors à espérer qu'ils proposeraient de me rencontrer en dehors du restaurant. D'après mon expérience avec le sous-directeur,
je savais que cela pouvait s'avérer profitable financièrement. Je repoussais mon bol et marmonnais comme pour moi-même que j'en avais assez des soupes grasses et prendrais bien un café. Le client saisissait l'allusion au vol et m'invitait à sortir. J'étais prête à tout pour de l'argent. Les jours où j'accueillais beaucoup de clients dans les pavillons, mes cuisses se couvraient de bleu. L'acte machinal que j'accomplissais n'avait plus rien d'humain. À la fin de la journée, je sentais la graisse de poulet. Lorsque je grimpais l'escalier menant à mon appartement sur la terrasse, j'avais l'impression d'avoir le bassin brisé. Plus la douleur s'intensifiait, plus je me demandais si ça valait la peine de vivre ainsi. Mais surtout, j'avais peur. Si je tombais malade, que deviendrais-je? Malgré tout, je ne pouvais pas m'arrêter. Le premier signe du changement de saison n'était ni la température de l'air, ni la couleur des feuilles, ni le nombre des clients dans le restaurant. C'était l'odeur et la couleur de la rivière. Elle se transformait d'un jour à l'autre. Plus il faisait chaud, plus ses effluves s'alourdissaient et plus elle prenait des teintes sombres. En avançant vers l'hiver, au contraire, l'odeur s'estompait et l'eau s'éclaircissait. Depuis quelques jours, les puissantes émanations de la rivière m'imprégnaient tout entière. L'été approchait, l'eau devenait moins froide. J'allais souvent m'y tremper les mains. Mais impossible de rester sans bouger, sous peine de me faire attaquer par une nuée de moustiques qui me piquaient le cou et les mollets. Sur le chemin, je m'égratignais les jambes dans les hautes herbes et je devais faire de grands gestes des bras pour éloigner les insectes. J'avais l'impression de travailler là depuis des siècles, que tel était mon destin. Dans la poche de mon tablier, il y avait toujours un billet tout fripé de 10 000 won, reçu du premier client. Donc Lorraine Bastide, merci d'être avec moi ce soir à Liège en plus. Donc je suis d'autant plus ravie qu'on sera dans un échange réel et pas virtuel. Ça fait du bien, ouais. Enfin, pour moi, c'était très important. Et par contre, on va se replonger encore dans la Corée, simplement pour écouter donc cet échange que j'ai eu avec Kim Il-seol, qui, je le sais, fera écho au contenu de l'ouvrage. Et puis c'était une manière aussi de découvrir d'autres auteurs et que parfois on est un peu enfermé dans ce qu'on connaît. Et donc c'est pour ça que c'était très important pour moi que vous puissiez et entendre les textes de Kim Il-seol et l'entendre elle. Et ensuite, on se plongera dans présente et puis surtout dans notre présent à nous. Donc là, je vais déjà tout de suite simplement nous inviter à écouter cette petite rencontre et ensuite nous échangerons en vrai. Voilà. Bonne écoute et à toutes et à tous. 검달이 한가운데 앉아서 하고 있다. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je partage avec vous un entretien avec l'auteur Kim Il-seol, qui est donc une écrivaine sud-coréenne de 45 ans. Nous allons parler de son travail, de son rapport au monde, aux femmes et de son roman Bienvenue, qui est le premier qui a été traduit en français. Alors, elle aborde les questions d'une Corée du Sud un peu différente, un point de vue réel mais peu montré. Elle écrit des fictions dures, parfois violentes, qui questionnent le sort des femmes dans la société. Et vous l'entendrez, dans l'entretien, j'adresse mes questions à l'interprète qui a donc rendu possible cette rencontre. Donc ne vous étonnez pas si je emploie elle au lieu de vous. Et je vous souhaite du coup une bonne écoute à toutes et à tous. La première question qui est importante pour moi, c'est de comprendre et de connaître quel a été ce premier moteur en écriture. Pourquoi est-ce qu'elle a souhaité écrire dans sa vie? 굉장히 어려운 질문인데요. 동기라고 산다면 그거는 사실은 한마디로 글을 단언하기가 쉽지 않은데 그래서 한마디로 규정해야 한다면 그거는 존재 증명이라고 말을 해야 될 것 같아요. 그러니까 내가 나로 간신히 존재할 수 있는 이유는 글을 쓸 수 있을 때뿐이었다는 생각이 들거든요. 그러니까 그 외에 나는 무용하진 않지만 그래도 내가 나로 존재할 수 있는 가장 큰 이유가 글을 쓰는 때여서 존재 증명을 하기 위해서 글을 쓰고 있게 됐다라고 말씀드리게 되는 것 같아요. 로 들어가면 제가 여성의 이야기를 많이 하고 있는데
제가 아이를 가졌을 때 뱃속에 아이가 딸이라는 걸 알게 되었어요. 근데 제가 여성으로 살았을 때 30여 년생이 굉장히 쉽지 않았거든요. 근데 저희 아이가 여자로 태어나고 또 제 나이가 되었을 때의 미래가 나의 삶보다 나아졌을까를 생각했을 때 그리 밝은 느낌은 아니었어요. 그러니까 나의 아이도 나의 아래 나의 아래 세대들도 여성의 삶이 그리 호락호락하지 않을 거라는 생각이 들었을 때 여성의 일생이 왜 이렇게 쉽지 않은 것인가, 왜 사회에서 여성의 삶이 고단한가라는 생각을 하게 되었고, 그것이 무엇 때문인가, 이 사회가 어떻길래 여성의 삶이 쉽지 않은가를 고민하다 보니 여성의 이야기들을 많이 쓰게 되었어요. Oui, certainement, questionner les conditions de la femme, c'est universel, mais j'ai l'impression qu'en Corée, les clivages sont quand même très, très grands et qu'il y a peu d'issues. Du coup, j'en arrive à ma question suivante, c'est je voulais savoir comment elle se positionnait face, peut-être même plus personnellement, face à tous ces mouvements, soit féministes, soit de rassemblement de femmes. Est-ce que du coup, elle se retrouve là-dedans ou c'est quelque chose d'encore un peu compliqué, en Corée? 한국에서는 굉장히 복잡한 문제이기는 하죠. 이 문제는 한국에서는 일단은 2016년에 강남역 여성 혐오 살인 사건가 있었어요. 그래서 그거를 계기로 젊은 여성들 사이에서 페미니즘 운동이 팽배해져요. 그런가 하면 같은 해에 조남주 작가의 82년생 김지영이 나오면서 또 많은 사랑을 받고 또 그 책은 세계적으로 많이 출간되면서 이슈화가 되고요. 그리고 그래서 여성들의 삶에 빼놓을 수 없는 이제 화두가 되기 시작을 해요, 페미니즘이. 특히 이제 또 같은 해에 또 문단내 성폭력이라고 해서 문학계에서 미투 운동이 또 일어나기 시작을 해요. 그러면서 이제 여성 작가들이 특히나 이제는 물론 다른 예술 파트에서도 그렇겠지만 문학계 소위 말하는 한국에서 문단 내에서 그 여성 작가들이 페미니즘에 관련돼서 굉장히 첨예하게 예민하게 반응하기 시작을 해요. 그러니까 여성의 목소리들을 이제 내기 시작을 하는 거죠. 그래서 우리는 그 자매, 연대 의식이 굉장히 강하게 되는 거예요. 그래서 우리가 불편했던 것들, 우리가 불합리하게 느꼈던 것들에 대해서 싸워서 목소리를 내자라는 언니들, 친구들이 되는 거죠. 그래서 언니들이 싸워줄게. 그래야 동생들이, 후배들이 조금 더 덜 불편하기 위해서, 덜 힘들기 위해서 언니들이 싸워줄게. 언니들이 말해줄게. 언니들이 조금 더 불편해줄게. 그러면 너희들이 조금 더 편하겠지? 너희들이 조금 더 안전해지겠지? 너희들이 좀 더 살 수 있겠지? 뭐 이런 식의 연대감이 있는 거예요. 그래서 그렇게 하고 있고요. 그런 분위기가 형성되어 있고요. 현재 한국에서는 요즘 주목받는 작가들이 모두 다 여성 작가인 편이에요. 그래서 문학상 후보에도 대다수가 여성 작가들이 후보에 오르고 문학상의 대다수가 여성 작가들이 받고 있고요. 또 주목받는 신인 작가들에도 거진 대부분들이 여성 작가들이 약진을 하고 있어요. 남성 작가들이 사실은 소설 부분이에요. 그래서 남성 작가들을 사실 보기가 쉽지 않은 상황이에요. 요즘 한국 문학에서는. 그리고 이제 저의 포지션이라고 하면 저는 개인적으로 저는 한국에서 굉장히 보수적인 지역에서 태어난 남자와 결혼해서 살고 있어요. 소위 말해서 아주 가부장적인 집안의 며느리로 살고 있어요. 그래서 저는 일하는 여성, 작가로서의 여성으로서는 굉장히 페미니즘적인 아주 앞서가 있는 여성의 연대를 가지고 있지만 가정적으로는 많이 가부장적인 집안에서 며느리로 살고 있는 하나의 여성인 거예요. 되게 자충우돌하는 이게 두 가지가 겹쳐지지 않는 아주 갈등하고 있는 여성으로 살고 있어요. 그런데 어떤 그 과도기들의 담당을 하고 있는 세대가 저희 세대에 있지 않을까 싶어요. 지금은 저희 세대들이 저보다 더 젊은 세대들은 좀 더 과격하게, 조금 더 세게, 좀 더 열심히 하고 있겠지만 저 같은 경우는 어떤 가부장적 제도와 열심히 하는 친구들 사이에서 융합 조절들을 하고 있고요. 그렇게 하는 것이 이렇게 흐름이지 않을까? 그것이 또 좀 더 그래도 이렇게
뭐라고 해야 되나요? 그 중간 단계 역할을 하고 있다고 해야 되나요? 뭐 그런 역할이 된 것 같아요. 네. 답이 됐나 모르겠네요. Là, on est dans la génération tremplin. Est-ce qu'elle aurait quand même un conseil à donner aux jeunes femmes en général et pas qu'aux auteurs du monde entier? Et quels seraient ces conseils à ces jeunes générations qui auront passé la transition? 가장 기본적으로 하고 싶은 말은 너의 몸은 너의 것이다 라는 것과 너의 삶은 너의 것이다 라는 뜻이겠죠. 그리고 또 하나는 당신의 이름을 잃지 말아라 라는 말을 하고 싶어요. 특히나 한국 사회에서는 한국 사회에서나 더 그럴지 모르겠지만 여성에게 바라는 이름이 굉장히 많거든요. 착한 아내, 뭐 참한 며느리, 뭐 인자한 아내, 뭐 착한 딸, 참한 며느리, 뭐 이런 걸 바라잖아요. 그러다 보면은 자기 이름을 잃어버리기가 쉬워요. 그 본연의 나를 잃어버리기가 쉽고 또 이상하게 본연의 자기 이름을 잊으려고 하는 사회이기도 해요. 그래서 부디 그 자기의 이름을 잃지 않는 본연의 자기 이름을 잃지 않는 삶을 살기를 정말 바라는 바예요. 네, 그것이 한국 여성들 그리고 세계 여성들 그리고 그 이름을 잃지 않는 것처럼 너의 몸도 너의 것이다라는 것에 대해서 확실히 생각을 하고 살았으면 하는 바람이에요. 네. C'est quelque chose que du coup, elle transmet aussi à sa fille, qui j'imagine est trop petite que pour lire ses écrits, mais quand même, il y a un héritage quand même assez puissant dans la filiation. 그럼요. 네. 저희 아이가 한국에서는 고등학생이거든요. 지금 한국에서는 고등학교 1학년, 중학교 1학년인데 아마 벨기에에서는 15살, 12살 정도로 가면 되겠죠. 그래서 저희 큰아이는 사실은 제 소설을 읽기 시작을 했어요. 그리고 저희 아이들에게 페미니즘 이야기를 많이 하고 있고요. 충분히 많은 이야기를 하고 있어요. 그러니까 같은 페미니즘을 남편에게는 설득하는 페미니즘이고요. 아이들과는 이야기를 나누는 페미니즘을 하고 있어요. 이렇게 표현이 되면 공감이 가실지 모르겠지만 저희 아이들이 제 아이들뿐만 아니라 우리 세대의 아래 세대이기 때문에 당연히 이야기를 나눠야 하고 공유하고 또 오히려 반대로 저도 아이들에게 배우는 점도 굉장히 많아요. 더 많은 것들을 가지고 있는 친구들이어서 오히려 그 친구들에게 저는 또 미근이기도 해서 이 친구들도 많은 것들을 또 배우고 있죠. 네. 그럼 저희 아래 세대는 충분히 더 지금보다 더 나은 세상을 만들 거라는 희망이 충분히 있습니다. 네. Et du coup, la dernière question, ce serait juste, du coup, est-ce qu'il y aurait un conseil aussi de lecture ou transmettre une citation ou quelqu'un d'autre qui l'inspire indépendamment de la société et des questions féminines, et, un auteur vivant, mort, peu importe, quelqu'un qui lui parle dans la littérature? 최근에는 보이지 않는 여자들이라는 영국의 저널리스트 혹은 여성운동가인 캐럴라인 크리아도 페리스가 쓴 그러니까 남자들에 의해 돌아가는 세상 속에서 지워지거나 무시당했던 여성들의 신체, 경험, 존재에 대해서 그 젠더 데이터 공백 사례를 알려주는 실제 사례를 들어서 알려주는 책이에요. 그래서 그 공부하듯이 읽고 있는 책이에요. 그래서 인용 구절은 조금 긴데 제가 메일로 보내드릴까요? 아니면 그냥 짧게 읽어드릴까요? 어떻게 할까요? 우리는 여자들이 하는 일이 있어도 그만, 없어도 그만인 부록이 아니라는 것을 인식하기 시작해야 한다. 유급이든 무급이든 우리 사회와 경제의 근간이다. 이제는 그 가치를 인정할 때가 되었다. 진검다리 한가운데 앉아서 하고 있다. Donc Lorraine, j'aurais bien voulu avoir juste ta réaction à chaud sur l'entretien qu'on vient d'entendre de Kimi Seol. Et notamment, à un moment donné, elle dit qu'on ne doit pas perdre son nom. Et dans ton ouvrage, tu dis qu'il faut parler en jeu. Donc il y avait cette notion-là qui m'intéressait. Mais de manière plus large, qu'est-ce que ça te fait de recevoir cette parole d'une femme qui a finalement plus ou moins notre âge et qui donc est traversée des mêmes questions dans une autre société?
Qu'est-ce que ça provoque chez toi? J'étais émue. Enfin, cette interview, elle était très belle. Bravo, Edith, d'avoir réussi à organiser une interview avec une personne, une écrivaine qui habite en Corée. Enfin, c'est vraiment l'un des bons côtés de la période qu'on vit. Non, mais c'est vrai que c'est toujours troublant de voir des similitudes et les points communs, les ponts avec la Corée. Je les avais déjà identifiés dans le livre qu'elle a cité, donc j'aimerais bien. C'est né en 1982 voilà. Qui a été effectivement un boom en 2016 en Corée. Il y a un film qui a été adapté. Voilà. Et donc j'avais lu ce livre et j'avais failli interviewer cette écrivaine, mais qui avait finalement pas pu venir en France. À cause, je crois que c'était déjà une sorte de Covid, je ne sais plus. Bref, mais en tout cas, ça me touche de l'entendre dire aux femmes et aux filles, gardez votre nom. C'est vrai que toi, tu l'as entendu en résonance avec le dire je, mais moi, je l'entendais aussi avec aimez-vous, quoi. Moi, c'est ça que j'ai entendu. Acceptez-vous vous-même, ne prenez pas l'identité d'un mari, ne modifiez pas en fait ce que vous êtes au fil de votre vie. J'ai trouvé qu'elle avait l'air vraiment hyper solaire. Ouais. C'est quelqu'un, en plus, je parlais de son écriture de fiction, effectivement, donc elle véhicule très fort le fait que c'est par la fiction qu'on va pouvoir dégager des choses et en dénoncer tout en ayant une vraie écriture poétique. Ici, dans ton ouvrage, on n'est pas dans de la fiction, mais je trouve quand même intéressant que le vecteur, en tout cas, d'expression en Corée puisse être celui-là. Et ce qui me touche beaucoup, c'est quand elle parle, moi j'ai appelé ça la génération tremplin, mais quand elle parle du fait qu'on est entre deux, et c'est quoi notre devoir à nous de cet entre-deux, parce que c'est maintenant. Après, on ne va pas encore demander aux générations suivantes de faire tremplin, ça suffit, non? Ouais, mais quand j'ai entendu dire cette phrase, j'ai l'impression que c'est une phrase que j'ai lue en 1920 chez Virginia Woolf, quoi. Je pense que malheureusement, ce sentiment d'être entre deux, toutes les féministes, je pense qu'Olympe de Gouges avait déjà ce sentiment-là, malheureusement, ils vont bien finir par comprendre. C'est tellement évident ce qu'on demande, c'est tellement simple. On demande juste l'égalité. Dans 10 ans, c'est plié, ça va finir par leur monter au cerveau. Mais manifestement, il y a quelque chose qui continue de bloquer. Donc j'y voyais de l'espoir, mais peut-être aussi une forme, je sais pas... moi, je suis un peu pessimiste en ce moment, mais peut-être une forme de naïveté aussi, parce qu'en fait, je pense pas que tout ce que les féministes sont en train de faire aujourd'hui suffise à contaminer tout de suite la génération qui arrive. Enfin, je sais pas, peut-être que je me trompe. Je trouve que les résistances sont quand même très, très dures, quoi. Je crois qu'elles sont très dures et qu'on n'arrête pas de faire un pas en avant, deux pas en arrière, effectivement. Et que d'un autre côté, alors ça, je parle peut-être un peu personnellement, mais si tu n'as pas cette forme de naïveté, d'élan-là, tu baisses les armes tout de suite. Évidemment. Et moi, j'avoue que c'est pas reconnue, mais elle m'a fait du bien dans le fait que, effectivement, on peut partager des choses, on peut ne pas être d'accord, mais on porte. Et le on, pour être tout à fait honnête, c'est pourquoi j'avoue que je suis très heureuse que tu sois là, c'est que tu es une passeuse de ce on et que tu permets à des femmes et je pense aussi à des hommes de se qualifier autrement que qu'on les qualifierait à la base. Et surtout, il y a comme je trouve que tu as une grande force dans les podcasts parce qu'il y a une forme d'intimité et dans le livre présente de tout d'un coup se dire il y a des possibles, c'est accessible, il y a, je trouve une énergie positive, même si en ce moment tu dis que tu es pessimiste. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'après, voilà, le livre, je me rappelle le jour où je l'ai sorti, je cherchais quoi dire sur Instagram au sujet de ce livre, où effectivement, je suis très calme, parce qu'en fait, c'est limpide ce qu'on demande, en fait. Quand on met les chiffres bout à bout, quand on fait vraiment le constat de la société, d'où on est la société, on voit, alors il y a un problème, il faut le régler. Et j'ai fini par dire, c'est la dernière fois que je demande gentiment, quoi. Parce que ça commence à bien faire, en fait. Voilà. Et en même temps, le fait que tu demandes gentiment, en tout cas, moi, m'a permis de me dire, mais j'ai le droit aussi et demander gentiment et de recevoir gentiment et de ne pas me sentir à côté. Parce que pour être tout à fait transparente, c'est que quand on revendique trop fort, je me sens pas légitime, je me sens pas, je me dis mais en fait c'est pas tout à fait moi ou je m'y retrouve pas. Et pour moi c'est un compliment. D'ailleurs on y viendra la poudre, il y a quelque chose de doux aussi et pas que. Il y a les deux, il y a l'ambivalence. Mais je trouve que cette ouverture là
permet à certaines femmes qui ne savent pas trop où se situer ou qui sont peut-être un peu comme Kimi Seol, aussi mère, aussi épouse, aussi dans une société très ancrée, de se dire en fait non, je peux être les deux. Et je trouve que tu permets ça, d'être les deux. Et de pas être dans une... Je ne dis pas qu'il ne faut pas amener à une radicalité tout ensemble, mais voilà. Mais oui, non, mais d'ailleurs, il n'y a rien de plus juste que quand elle dit moi je suis... mon mari est dans une famille très conservatrice, et donc le week-end, je suis la belle-fille dans une famille conservatrice, et le lundi matin, je redeviens écrivaine féministe, et je suis les deux à la fois. Et évidemment, en fait, qu'on ait 2, 3, 4, 5 identités à la fois, évidemment qu'on ne peut pas être perpétuellement une féministe le point levé. Et moi, c'est vraiment tout ce que j'ai toujours cherché à faire, en fait, parce que j'avais, je pense, une audience de femmes qui me ressemblaient, en fait, qui étaient aussi les femmes qui me lisaient dans le magazine Elle, qui étaient donc ces femmes, voilà, plutôt blanches, plutôt hétérosexuelles, plutôt bourgeoises, à qui je savais que j'avais leur oreille, disons. Et moi-même, j'étais assez ignorante, en fait, de beaucoup de réalités, notamment concernant le racisme. Et le jour où j'ai découvert toutes ces idées-là, tout ce champ théorique, toutes ces femmes qui portent ces combats, ces livres, ces films, etc., je me suis dit, mais en fait, faut brancher ça, quoi. Faut brancher ça, parce qu'il y a de la force à puiser des deux côtés. Et j'essaye de faire ce pont. J'ai l'impression que c'est un endroit où je me Oui, je crois que tu es une très belle créatrice de liens, vraiment. J'essaye. Et en plus, avec tout, je suis la femme que tu décris, donc qui lit le Elle depuis plus de 20 ans, et qui continue en râlant très fort et en disant « je ne citerai plus jamais ». Et puis en fait, non, parce que c'est une source... Oui, ça je comprends, tu y as travaillé. mais pourquoi aussi encore maintenant ? Parce qu'au bout d'un moment, c'est le reflet d'une certaine société, et qu'on se dit « mais c'est pas plus possible, ça va finir par changer ». Parfois, ça bouge un tout petit peu, puis ça revient en arrière. Enfin, encore une fois, ce pas un pas en avant, deux pas en arrière. Et qu'à un moment donné, je me suis dit, parce que t'en parles dans Présente, il faut arrêter que deux femmes blanches communiquent aussi l'une avec l'autre, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, mais j'ai envie de l'assumer encore une fois, peut-être par souci de puzzle qui doit s'ouvrir, qui doit s'élargir, et surtout par besoin de se dire, c'est quoi le plus petit dénominateur commun pour qu'après cette connexion se fasse et qu'on puisse ouvrir. Et j'ai quand même une question en fait qui me taraude à chaque fois que j'écoute, et même quand je lis le livre, c'est qu'est-ce qui rend la vie des femmes si difficile ? C'est quelque chose qui me traverse. J'ai 1000 réponses, mais qu'est-ce qui fait que la vie des femmes dans le monde entier est si difficile ? Le patriarcat, c'est tout. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a énormément de leviers possibles. Je les explore vraiment beaucoup. Je donne beaucoup de pistes quand même dans le bouquin. Après voilà, moi j'ai identifié un levier qui me semble commun en fait à toutes les oppressions, c'est celui de la silenciation. C'est vraiment une thématique qu'on retrouve en fait dans tous les types de discrimination. Tout à l'heure, Victoire parlait de son expérience d'accouchement, enfin de grossesse, d'accouchement, d'être nouvelle mère avec un nouveau-né, et elle m'a touchée parce qu'elle avait presque une timidité à dire je sais que c'est pas le plus grand des combats féministes du moment, etc. Mais en fait, si, c'est hyper important, parce qu'en fait ces expériences-là, on les a toujours eu racontées d'un point de vue soit médical, soit dans des films réalisés par des hommes, soit de façon complètement fantasmée dans des iconographies religieuses ou autres. À quel moment on a entendu des mères raconter leur accouchement, etc. Très peu en réalité. Donc il en faut. Et alors évidemment, peut-être que Victoire a plus de facultés, plus de temps, plus d'espace en raison de certains privilèges dont elle bénéficie pour le raconter, mais il faut qu'elle ouvre la voie et qu'en fait, au final, on ait 1000 récits de jeunes mères qui viennent donner enfin une réalité un peu palpable sur ce que c'est d'être une jeune mère. Donc ce processus de silenciation, il s'observe aussi dans les médias. Les femmes ont moins de place dans les médias. Il y a ce chiffre de 24% qui me sert de point de départ à Présente, et je veux dire, c'est quand même dingue. C'est 3 fois plus de paroles d'hommes que de femmes. C'est limpide. Pour moi, on pourrait s'arrêter là. Et pourquoi ? Et voilà, et c'est pareil à l'université, dans les musées, évidemment dans les institutions politiques, dans les partis, dans les syndicats, enfin bon, partout en fait où on édicte des choses, du savoir, du pouvoir, les femmes sont absentes. Et moi, je fais un lien de cause à effet entre cette parole des femmes qui est absente, qui est silenciée, et le fait que quand une femme dit qu'elle est victime de violence ou qu'elle a été victime de viol, le premier réflexe, c'est « t'es sûre ? C'est vrai ?
mais t'étais habillée comment? Mais tu lui as pas fait croire quelque chose. Et systématiquement, la parole des femmes est remise en cause. Donc le doute est permanent. Le doute est permanent, on met systématiquement nos discours sur le compte d'un certain état émotionnel. Voilà, les femmes sont dans l'émotion, la sensation, la sensualité presque, pendant que les hommes sont dans le rationnel et tout. Non, il y a des femmes qui pensent très droit, il y a des hommes qui pensent très irrationnel. Voilà, il faut briser ces stéréotypes-là. Et je pense que la meilleure façon de les briser, c'est justement de multiplier les récits, quoi. Donc voilà, c'est pas le seul levier possible, mais il me semble que c'en est un assez efficace. Mais ce que je trouve intéressant dans Présente, on va y venir dans l'intérieur, c'est qu'il y a comme un concept de manuel. Il y a beaucoup de notes de bas de page. Alors, ce que je trouve formidable avec ces notes de bas de page, c'est qu'elles ne sont pas là pour justifier ton argumentation. Elles sont là pour continuer à nourrir. Et ça, je trouve ça formidable parce que du coup, c'est comme voilà le manuel, et puis après, c'est à l'infini. Ouais. Et pour moi, c'est une grande réussite. Parce qu'à tout moment, on peut y retourner, puis quand on manque d'arguments, parce qu'il se passe ça, en fait, parfois on manque d'arguments, ou quand on se justifie, parce qu'encore une fois, on rentre très vite dans des rapports de justification, et ben, ah ouais, mais il y a le manuel présent là qui peut... Cool. Et ça, je trouve ça super, parce que le fait que tu aies aussi pas privilégié un seul axe, et assumer le côté multiple de la femme dans la société actuelle, et la société actuelle, ce ne sont pas que les médias, ou que la cité, ou que les politiques qui sont quand même le centre de ton ouvrage. Mais je voulais y venir parce qu'en fait, cette notion d'espace urbain, moi, c'est quelque chose qui me travaille énormément. Comment on se approprie ou réapproprie l'espace urbain, aussi bien en tant que femme, mais aussi en tant qu'artiste. Comment est-ce que les citoyens peuvent aussi se sentir chez eux dehors. C'est quelque chose qui me travaille beaucoup. Il y a un très chouette ouvrage qui s'appelle Le Livre des places, qui parle en fait de toutes les révolutions dans le monde qui ont débuté sur des places. Et moi, j'adore ce livre parce qu'il donne encore une fois ce petit plus d'énergie dont on a souvent besoin. Et quand tu questionnes l'espace urbain, il y a une chose que, on pourrait citer la moitié du livre, hein, donc, mais là j'ai quand même envie de lire un mini passage. Quand elles marchent dans la rue, les femmes sont supposées être en train de rentrer chez elles. C'est à la sphère privée qu'elles appartiennent, leur présence dans la sphère publique étant envisagée comme transitoire. Cette croyance va chercher ses racines dans l'histoire et n'allait pas céder à l'idée reçue selon laquelle cela fait des millénaires que c'est ainsi, toute imbibée que vous êtes de vision archétypale de la préhistoire, maman Cro-Magnon touillant la soupe dans la caverne pendant que papa chasse le mammouth, image tout droit sortie de l'imaginaire profondément misogyne des préhistoriens qui inventèrent la discipline au 19e siècle. Oui. Alors là, on est dans un truc très court, et rien qu'avec ça... Il y a trop de choses dedans. Je suis en train de me dire, waouh, cette phrase. Et oui, mais peu importe, ce que je trouve formidable, c'est qu'effectivement, en fait, rien qu'avec cette chose-là, tu crées de la légitimité, tu questionnes le pourquoi on est dans la sphère privée, et ça donne envie de l'envahir, cette sphère publique. Chose que moi j'ai l'impression de faire, mais pas tout le monde. Et il y a cet exercice que tu poses avec cette histoire des trottoirs. Donc pour ceux qui n'auraient pas lu l'ouvrage, c'est dans l'idée, et puis c'est le but aussi, c'est de le découvrir aujourd'hui, surtout pas d'examen. C'est qu'un trottoir est ce qu'il est. À Paris, n'en parlons pas, il est comme ça. Il n'est absolument pas fait ni pour les poussettes ni pour les courses, c'est une galère absolue. Alors ne parlons pas des talons hauts, enfin bon, soit. Et quand en plus on y croise un homme, malgré toute sa bonne volonté, donc on n'a pas de jugement moral, c'est la femme qui se déplace. Et donc tu suggères un exercice, j'ai des amis qui l'ont fait, de ne pas bouger de place. Et on est couverte de bleu, et en plus on se fait insulter, et c'est réel. Donc j'ai plein d'hommes autour de moi qui m'ont fait « Non, mais t'exagères, moi je bouge ma place ». Je dis pas, hein, certains le font, et j'espère, mais quand même ce fait-là, il est tellement inconscient et tellement ancré. Moi j'aime bien l'idée aussi, c'est pour ça que je parlais de manuel, qu'on puisse s'exercer à des choses pour refactualiser aussi, et arrêter de dire c'est quoi ce clivage, ou vous exagérez, etc., l'hystérie, tout ça. Ouais. Donc si tu as encore des exercices à proposer, n'hésite pas. Alors je voudrais surtout faire quelque chose que c'est vraiment bien crédité, parce qu'en fait dans cet ouvrage, ce que j'essaye de faire, c'est aussi de rassembler beaucoup de savoirs. Et donc par exemple tout ce qui concerne la géographie urbaine, le déplacement des femmes dans la ville, c'est un travail qui est fait vraiment de longue date par des géographes du genre. Alors la personne qui a théorisé ça, c'est Guy Dimeo. C'est un homme, et il y a une femme que je cite après qui est hyper importante en fait, qui est à
l'origine de tout son travail et j'ai oublié son nom. C'est pas Jacqueline Coutras, Voilà, Crise Jacqueline urbaine Coutras. et espace sexué. Jacqueline Coutras. Ensuite, sur la préhistoire, c'est hyper important de citer Marilène Patou-Matisse, qui est une préhistorienne qui, moi, m'a fait comprendre en fait que toutes des images qu'on a depuis qu'on est toute petite sur la préhistoire, mais enfin, c'est quand même hallucinant. Se rendre compte qu'on a vu des images petites d'un homme des cavernes avec sa massue sur le bras qui tirait sa femme par les cheveux, et on nous montrait ça comme étant ça n'était pas ça. Les femmes chassaient. Les femmes chassaient. On a trouvé des squelettes de femmes préhistoriques qui avaient un avant-bras aussi développé qu'une lanceuse de javelot. Donc c'est hallucinant à quel point c'est ancré. Donc voilà, je voulais l'accréditer. Et cette histoire de trottoir, c'est Chris Blash, qui est une urbaniste du genre, qui l'a mis dans une interview. Et puis moi, je l'ai vu, son interview, quand je préparais ma rencontre avec elle. Et je me suis dit que j'allais le faire. Et effectivement, il faut le voir pour le croire. C'est-à-dire qu'en fait, au début, on se dit, ouais, quand même. Mais vraiment, tous les hommes qu'on croise dans la rue, la plupart, les hommes blancs, ne s'écartent pas en fait quand on passe. Il y a une espèce de présupposé qu'on doit s'écarter. Donc je pense que c'est pas forcément un exercice parce que à terme c'est fatigant. Ça fait mal. D'être en confrontation permanente avec des mecs dans la rue. Après on a mal aux épaules et tout. Franchement je recommande pas sur le long terme. Mais par contre c'est une bonne démonstration. Ouais. Mais il y a quelque chose de très chiffré dans le livre et alors là c'était peut-être mon seul truc. Je comprends que ce soit chiffré, puis je me dis c'est peut-être le moment où tu justifies tout ça, où quelque part le fait d'autant chiffrer c'est montrer et démontrer. Puis je me dis mais s'il n'y a pas de chiffres on ne nous croit pas. Ouais. S'il n'y a pas de chiffres, on ne nous croit pas. Après, même les chiffres peuvent être constatés. En fait, il y a un truc un peu infini comme ça. Oui, mais c'est selon quelle étude et pour quel machin. Oui, bien sûr, les chiffres peuvent être manipulés, mais... Enfin voilà, tout à l'heure je citais ce chiffre, je ne sais plus où, je crois que c'est avec toi, la rencontre qu'on a fait avec les étudiants tout à l'heure. Il y a 20% de personnes en France qui sont porteurs ou porteuses de handicap. Il y a 0,6% de personnes handicapées dans les médias. Enfin, il n'y a pas besoin d'aller gratter plus loin. Enfin, l'injustice est frappante. Et avec ce genre de données, on voit tout de suite que... Moi, ce que je trouve aussi intéressant avec les chiffres, c'est que quand on dit... 12% de directrices de recherche dans les universités françaises, 4% de noms de rue qui portent des noms de femmes, 24% de femmes dans les médias, 14% d'artistes exposés dans les musées sont des femmes, etc. Quand on dit ces chiffres-là à des personnes avec qui on débat et qu'on voit qu'ils ne sont toujours pas d'accord avec nous, on peut partir du principe que ça leur convient en réalité. Et moi, je pense que le vrai truc, c'est ça. C'est-à-dire que au fond, la plupart des personnes estiment que bah oui, mais c'est déjà bien. Oui, c'est pas que grave. 20%, 30%, c'est déjà pas mal. Et bah oui, mais sauf que c'est pas la parité et c'est ça qu'on vise, c'est l'égalité. Donc, on vient d'avoir une histoire belge encore mémorable. Donc, pour ces questions justement de renommer les rues, de revaloriser. Donc, on a notre célèbre Annie Cordy que tu connais certainement. Oui. Et alors, là, très récemment, il y a 2-3 jours, donc il y a un tunnel qui était le tunnel Léopold I. C'est bien, qui a été renommé le tunnel Annie Cordy. Mais attention, c'est un tunnel ultra pollué, uniquement où les voitures passent, embouteillé, et l'avenue, le boulevard, lui, reste évidemment le boulevard Léopold. Incroyable. Donc du coup, il y a un espèce de truc où en fait, l'effort est fait, mais à mes yeux, d'une mauvaise foi crasse, et genre, estimez-vous heureux, maintenant on a le tunnel à Nicordi, et je trouve qu'en fait, dans ces cas-là, il vaut le tunnel, ça va tellement pas. C'est vraiment un tunnel de voiture. Hein, la pauvre Annie Cordy, qui était si lumineuse, se retrouve avec un... Non mais c'est pareil à Paris, en général, quand on donne un nom de femme écrivaine, je pense par exemple à Colette ou à Coccinelle, qui était une danseuse du Moulin Rouge, je crois, ou à Sonia Rykiel aussi, on lui donne une promenade. C'est vraiment marrant. Quand on lui donne un tout petit bout d'avenue, il y a 3 arbres et c'est une promenade. C'est tellement plus joli qu'une avenue, qu'un boulevard ou qu'une simple rue. Hein. Mais oui, la symbolique est importante. Mais donc, du coup, les nombres, c'est important, mais il faut voir ce qu'on y fait aussi. Parce que, effectivement, j'imagine ce tunnel ou ces promenades réaugmentent les 4% ridicules. Mais il y a un drôle de truc. Bon, c'est peut-être déjà ça. Un gros paquet il faudra beaucoup de promenades. Après, je voulais revenir sur l'espace urbain. Donc, je ne sais pas si tu sais, mais à Liège, il y a un projet pilote avec la police où, en fait, il y a même des reportages qui ont été faits. Enfin, il y a une femme flic qui se balade constamment en civil et elle passe, en fait, ses journées à dresser des procès-verbaux sur le harcèlement de rue. Et ça marche. Il y en a une. Elle est toute seule.
Elle est toute seule, mais elle est très encadrée. Donc en fait, elle n'est pas non plus, on l'envoie pas. C'est très pensé. C'est un vrai projet pilote que moi je trouve intéressant parce que ça casse aussi l'image du flic. Enfin voilà, il y a toute une recherche là-dessus. Elle a accompagné. Enfin voilà. Et il y a un reportage de France 2 qui a été fait la semaine dernière, je pense, à son sujet. Le temps du reportage. Elle a pu dresser 10 procès-verbaux dans la ville de Liège, ici, là, récemment. Et là, encore une fois, c'est une question de chiffres. C'est qu'au bout d'un moment, si cette FIC en civil existe, c'est aussi pour chiffrer et dire « Attendez, on va arrêter de dire que c'est du mythe ». Et puis, au bout d'un moment, c'est un crime aussi. C'est une pression forte. C'est punissable par la loi. Et j'avoue que je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Après, je crois qu'au bout d'un moment, les gens vont la reconnaître. Donc, il y a peut-être un truc à changer. Moi, c'est ce que j'étais en train de me dire. Je me dis, c'est la même meuf tout le temps. Mais là, c'est un projet pilote, donc espérons que ça fasse des petits. Ouais, il y a plein de trucs à dire là-dessus. Comment dire ? Moi, ça m'évoque en fait ce qui a été la première grande mesure, et j'ai presque envie de dire la seule féministe du gouvernement Macron, j'ai envie de dire Macron, c'est pas le gouvernement Macron, mais on s'en fout, de Marlène Schiappa quand elle est arrivée au pouvoir, c'est qu'elle a créé le délit de harcèlement de rue et effectivement donné la possibilité aux policiers de dresser des procès-verbaux pour harcèlement de rue. Elle l'a fait en se promenant dans le quartier de la Goutte d'Or, dans le 18e à Paris. Donc, quand on parle de harcèlement de rue, il y a tout de suite cette idée qui s'y associe, qu'on parle de quartier populaire, qu'on parle de jeunes hommes racisés, et que finalement, tous ces procès-verbaux ils vont être dressés en majorité envers des jeunes hommes non blancs. Ah oui. Et ça prouve alors une autre statistique. Et alors que le harcèlement à l'Assemblée nationale ou à TF1 ou à France Télévisions, il va certainement pas faire l'objet de procès-verbaux. Tous ces hommes-là, quand on les accuse d'agression, ils vont au JT le soir dire qu'ils sont blancs comme neige. Donc c'est le cas de le dire. Donc en fait, cette espèce de comment dire, appuyer sur ces micro-délits qui sont accomplis dans l'espace public par des hommes issus de milieux populaires, en fait, c'est pas comme ça qu'on va régler les choses. Par ailleurs, je crois de moins en moins au procédé pénal. Enfin, le viol est un crime depuis longtemps. Ça n'a toujours pas fait... Enfin, apparemment, ça dissuade pas tellement les hommes de violer. Donc, je sais même pas s'il y a un caractère dissuasif, en fait. Alors, il y a peut-être effectivement, comme tu le notes, un caractère informatif, quoi, de faire prendre conscience du fléau que c'est, parce que oui, c'est un fléau. Oui, c'est impossible de se balader dans une ville tranquille quand on est une femme. D'ailleurs, ça concerne aussi toutes les femmes. Il faut aussi sortir de l'imaginaire que ça concerne que les femmes jeunes en mini-jupe ou je sais pas quoi. Toutes les femmes. Tu parles quand même aussi de ton châle d'adolescence, qui t'a quand même. Mais par contre, ça commence très tôt. Ça commence à 14 ans en moyenne. Mais moi, ce que j'aime, c'est l'approche justement de Chris Blash et de Pascal Lapalu, dont on parlait tout à l'heure, qui ont créé le think tank Jean Réville. En fait, elles disent plutôt que de lutter contre le harcèlement dans la ville, il faut au contraire rendre les femmes légitimes à être dans la rue. Et ça passe par la modification du mobilier urbain, par le réagencement des trottoirs, par des histoires d'éclairage et par des histoires aussi de discours. Parce qu'à force de répéter tout le temps aux filles, ne rentre pas après telle heure, ne passe pas par telle rue, ne va pas dans tel quartier, en fait, le contrôle, on se l'intègre à nous-mêmes. Bien sûr, oui, tout à fait. On contrôle comment on est habillé, on contrôle à quelle heure on rentre, on contrôle par quelle rue on passe. Donc, il n'y a plus rien à faire, en fait. Ça, tu le dis aussi, plus ou moins au même moment, enfin, je n'ai pas pointé particulièrement, mais tu le dis qu'effectivement, s'emparer de l'espace public, c'est un acte politique, et qu'il y a quand même cette idée que c'est quand même très, très, très important d'être dans la rue, parce que percevoir le monde, c'est ça aussi. Aller à la rencontre des autres. Enfin, le rapport au décloisonnement, on va y venir, est quand même essentiel dans ton ouvrage. Le chez-soi, c'est pas l'endroit du décloisonnement. Et je vois les transports en commun, les quartiers où on ne va pas forcément. Si on est un peu poreux, ouvert au monde, ça crée du lien et des discussions absolument improbables. Et l'époque de la pandémie qu'on vit maintenant crée du repli qui fait très peur. Surtout pour les femmes. Surtout pour les femmes. Il y a quelque chose d'effrayant aussi, que ce soit dans les questions d'écologie ou que ce soit dans les questions justement de rapport au féminin, ou comme si cette pandémie, du coup, permettait des choses atroces et de retour en arrière. Oui, mais attention, on est dans une période de crise. Je trouve ça très dangereux, du coup, encore plus nécessaire, encore plus vigilant. Mais comment faire pour que tout ça, toutes ces questions-là percolent chez tout le monde ? Comment faire pour ne pas prêcher que les convaincus, quelle que soit leur nationalité et leur... J'essaye avec ça. C'est ma petite tentative. Je pense qu'il y a quelque chose dont on n'a pas forcément conscience,
qui se voit pas forcément dans les médias, mais c'est qu'en ce moment, partout, en France, en Belgique, dans le monde, sont en train d'avoir lieu des conversations sur le féminisme, dans les familles, dans les cercles d'amis, dans les entreprises. Je pense qu'il y a vraiment une espèce de révolution, comme un espèce de bruit de fond qui n'est pas encore assez fort pour qu'on l'entende, mais moi je l'entends parce qu'on me les raconte beaucoup en fait. Je reçois énormément de messages et de mails, on me rapporte des conversations entre une mère et sa fille, entre une femme et son mari, entre une mère et son fils, enfin voilà, de collègues de travail ou dans un groupe d'amis où il y a des hommes et des femmes et où ça débat. Et je sais que c'est là, en fait, que les choses sont en train de se jouer. C'est vraiment tout ce travail de fourmi qui est en train d'être fait par des femmes comme toi, en fait, qui vont retenir une donnée, qui va les marquer dans le livre, qui va les jeter au dîner à table, et puis ça va faire son chemin. Et puis heureusement, moi, je ne suis pas la seule à faire ce travail. Enfin, aujourd'hui, il y a vraiment des dizaines de livres féministes. Là, ce mois-ci, au mois de mars, j'étais tellement heureuse de voir autant de littérature féministe sortir. Mais je crois que même celui-ci est comme un concentré de tout ce que tu as pu te nourrir. Et qu'il y a quand même eu un besoin de se dire, mais moi, je sais tout ça, j'ai accumulé. C'est exactement ça. Ouais. Et maintenant, donnons. Et ça, je trouve ça très beau aussi, ce don. Enfin, y a, ce que j'aime beaucoup dans la notion de... Alors, est-ce que c'est un nouveau féminisme, je m'en fous, enfin, mais de ce que tu dis qui bruisse et qui percole, c'est qu'il y a un effet le but est de porter ça ensemble, et il y a bien sûr des conflits, on ne sera pas d'accord avec tout, etc., etc. Mais il y a quand même, je sens cette énergie un peu collective de la Corée en passant par... voilà. Ouais. Et je crois que c'est cette force-là qui permet d'aborder des questions, de peut-être être moins radical dans un premier temps pour après ouvrir. Et voilà, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. Mais bon, voilà, on s'égare un peu peut-être. Mais... Alors, il y a évidemment les discussions en ligne qui sont ouvertes. J'avais vu passer vite fait... Alors, ça fait plaisir d'entendre que les mouvements de femmes, même à l'autre bout du monde, permettent une forme de sororité et d'ouverture de débat. Merci Constance. On va parler de la notion de sororité, mais ça arrive plutôt à la fin du livre. Et on va en parler par rapport à l'ouvrage et même par rapport au mouvement général. Mais ce que je trouve très très beau, en fait on va en parler maintenant, dans ce que tu dis, c'est qu'il faut faire attention aussi à ne pas créer des couches de sororité. Et encore une fois, cette histoire d'entre-soi où nous, évidemment, tout se passera très bien et qu'on pourra passer une soirée à boire du thé ou du champagne et que bien sûr on aura plein de choses à se raconter et que pendant ce temps, nos enfants sont gardés par des femmes qui ne sont pas dans les mêmes classes sociales, que nos ménages seront faits pour nous permettre de travailler, d'écrire, de penser. C'est pas le cas de tout le monde économiquement, mais c'est dangereux, les couches aussi au sein des femmes. Et moi, j'ai toujours aussi très peur de la pyramide reproduite au féminin, parce que des femmes de pouvoir fortes qui reproduisent le même schéma sont parfois encore plus effrayantes. Et c'est comment arriver à percoler et à prendre conscience de tout le monde, sans jugement, sans hiérarchie, sans paternalisme féminin, qui est dangereux aussi. Ouais. Et ça, je trouve ça formidable que tu l'éclaires. Et cette vigilance-là, moi, elle me fait beaucoup de bien, en tout cas. Je sais qu'elle arrive à la fin du livre, mais... tu l'as parfaitement résumé, je n'ai rien à ajouter. À part peut-être donner des références. Je crois que je cite un texte de Françoise Vergès, sur cette idée que, comment les femmes blanches ont réussi à percer le plafond de verre en employant des nounous noirs pour garder leurs enfants. Et ça peut paraître un peu brutal de le dire comme ça, mais c'est vrai. Et l'idée, c'est pas de culpabiliser. L'idée, c'est pas de dire qu'on est coupable. On est prise dans un système, de toute façon. Mais par contre, en prendre conscience, le déconstruire dans son esprit, je pense que ça induit en fait des comportements différents par la suite, quoi. Et la considération en général, c'est ça que je trouve important. Ouais. Alors, je vais encore prendre une autre question. Est-ce qu'être en lutte n'est pas fatigant parfois, ou tout le temps ? Si, c'est très fatigant. Le combat féministe est un combat très, très fatigant, parce qu'il s'accompagne d'énormément d'insultes, en fait, d'injures. Être féministe, c'est vraiment être insulté en permanence, que ce soit dans la vraie vie ou sur Internet. Et encore une fois, moi, je m'en tire très bien parce que je suis une femme blanche, parce que je suis maman, parce que j'ai tout ce background, j'ai travaillé au L, etc. Donc, je pense qu'il y a une espèce de petite distance qui peut être mise. Mais voilà, les militantes lesbiennes comme Alice Coffin ont carrément dû prendre des gardes du corps, tellement elles recevaient des menaces de mort. Rokhaya Diallo, qui apparaît dans le livre, quand elle reçoit des menaces, c'est des menaces qui sont aussi racistes. Bref, c'est vraiment difficile, et il faut avoir une
bonne santé mentale pour y aller. Ouais. Et par extension, j'ai envie de savoir à quel moment tu as mis le mot de féminisme. Parce que tu sens que tu ne t'y retrouves plus dans la rédaction d'UL, ça je peux absolument le comprendre, que tu aies besoin d'aller chercher ailleurs et de faire parler des femmes aussi. Mais est-ce que c'était dès le départ que tu t'es dit mon action, mon acte de faire ça est féministe, ou c'est venu pendant ? Non, c'est venu tout de suite. Le premier épisode de La Poudre, celui que j'ai posté en novembre 2016, le petit prologue, le petit teaser, je dis 25 fois le mot féministe. Tu avais besoin de t'ancrer. Mais surtout, j'avais besoin de chasser les gens qui me disaient que c'était un gros mot et que ça allait faire peur aux gens, que c'était trop radical. Moi, j'avais vraiment ouvert la boîte de Pandore du féminisme, commencé à tirer le fil là, de toutes ces notes de bas de page, de tous ces livres qu'on peut ouvrir. Et ça s'appelle le féminisme, ça s'appelle la recherche féministe. Et c'est un beau mot. Mais c'est pas un gros mot, oui. Non. Ça. Mais tu le rappelles encore, parce qu'encore dans des podcasts réguliers, je sais plus si c'était le dernier ou l'avant-dernier, tu refais toute une introduction en disant... Grosso modo, je cite mal, mais je sais que pour certaines personnes, c'est peut-être pas très sexy ce que je suis en train de faire, ça manque peut-être de beau ou de sexitude ou je sais pas quoi, mais en fait, si, ça l'est aussi. Donc tu dois encore maintenant quand même rappeler arrêtons de nous mettre dans cette case un peu dure ou voyons les choses autrement. C'était plus une allusion au fait que pendant les premières saisons de La Poudre, d'ailleurs, je vois que tu as le livre de La Poudre, la écrivaine et musicienne, j'interviewais des personnalités, des artistes un peu connus et c'est vrai qu'explorer le parcours, je sais pas, d'Aïssa Maïga, de Rebecca Zotowski, d'Imani, de Mélissa Lavo, Thaïs Hagen, c'est évidemment extrêmement politique et extrêmement féministe, mais ça peut passer pour une conversation en fait littéraire ou culturelle, etc. Et là, j'interviewe des chercheurs, chercheuses en études de genre. Donc les conversations sont beaucoup plus théoriques, peut-être un peu plus ardues. Après, moi, vraiment, je m'éclate. Dans cette introduction, je dis que j'ai parfois des mini-orgasmes en lisant des textes en études de genre. Ce n'est pas un mensonge, vraiment, ça m'excite, quoi. Et je tente de faire passer aussi cet enthousiasme-là et de rendre les choses moins arides. Mais parce que j'ai senti aussi que l'audience de La Poudre était prête, quoi. Que depuis 4 ans, il y avait ces interviews. Après, je faisais aussi des tables rondes, aussi parfois avec des militantes et des chercheuses. Et puis j'ai vu que petit à petit, les tables rondes commençaient à être plus écoutées que les interviews. Et je me suis dit, je pense que là, les gens sont prêts, les gens ont besoin que d'aller un peu plus à l'intérieur. Ouais. Et c'est vrai qu'effectivement, donc ici, on a l'ouvrage de La Poudre, donc le tome 1, qui est sur les écrivaines et les musiciennes. Donc effectivement, quelque chose qui est peut-être plus accessible pour tout le monde. Même si à l'intérieur, moi, j'en ai découvert alors que je passe ma vie à lire. Donc c'est super parce qu'il y a ça aussi. Ce que je trouve intéressant, c'est justement de ne pas s'empêcher d'aller chercher des disciplines. Moi, j'ai beaucoup aimé l'épisode sur le soin et le care, parce que actuellement, celui de maintenant, parce qu'effectivement, il y avait une question qui défilait sur est-ce qu'on peut développer le fait que pourquoi est-ce que c'est plus dur en période de Covid. Je trouve que dans cet épisode, elle répond très très bien. Sandra Logier, qui a coécrit un petit livre avec Najat Vallaud-Belkacem, l'ancienne ministre de la Justice. Et qui explique très bien la philosophie du care, qui est vraiment, qui est d'ailleurs très liée à ce qu'on disait à l'instant concernant la garde des enfants. C'est-à-dire qu'il y a vraiment certaines tâches qui ont été jugées comme étant des tâches gratuites parce qu'accomplies par les femmes. Et évidemment, c'est la source tout un tas d'échelonnements, aussi bien dans les tâches accomplies, dans le travail, mais aussi dans les valeurs. Et finalement, on arrive dans un monde où l'empathie, le soin de l'autre, la bienveillance a moins de valeur que l'autorité, le calcul et la stratégie. Et on se retrouve à payer 1 000 € par mois des infirmières, alors qu'on dépend vraiment littéralement d'elles pour vivre dans des périodes surtout comme celle qu'on vient de vivre. Donc on voit que le monde, il est à l'envers, en fait, et qu'il faut essayer de le remettre à l'endroit. Tout à fait. Et c'est un peu dit aussi dans l'ouvrage, le fait que simplement conscientiser et comprendre tout ça est important. Maintenant, encore une fois, ça ne suffit pas. Et c'est vrai que parfois, ce constat-là, tout le monde est d'accord avec ça. Pourquoi ça ne change pas ? Alors, on a beau faire des appels aux politiciens, aux manières de penser. En état de crise, moi, je n'ai même pas compris pourquoi il n'était pas grand temps de reconsidérer le soin, de reconsidérer tout le monde à l'intérieur de ça. Tu parles beaucoup aussi du rapport au gratuit et au payant. Et, parce qu'il y a j'ai plus la phrase exacte, mais tu l'as peut-être de mémoire, mais où effectivement, le travail des femmes, c'est comme
comme normal et comme pour faire tourner grosso modo la maison, et c'est beaucoup de travail. Bon, il y a aussi certains hommes qui le font, enfin moi je suis bien placée pour le savoir, mais il y a quand même aussi cette non-reconnaissance pécuniaire qui est quand même effrayante, et là je reviens avec la Corée, c'est là-dessus que c'est le plus... Elles sont dépendantes des hommes, elles ne peuvent pas s'autonomiser. Donc c'est aussi des choses importantes qui sont souvent dites, mais qui sont quand même importantes à rappeler. Ouais. Bah, l'argent, c'est la cause de tout. Hein. Je sais que mon fils, il me pose parfois des questions. Il me dit, mais puisqu'on sait que... Je sais pas, qu'est-ce qu'il me dit, par exemple? Mais puisqu'on sait que c'est pas bon, qu'il faudrait pas en manger, pourquoi on continue à le vendre? Je fais l'argent. En fait, quand tu as une question comme ça, la réponse, c'est toujours qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent grâce à cette chose et qu'on veut pas que ça change. Mais si on sait que les habits sont fabriqués par des enfants qui sont mal payés, pourquoi on continue à les fabriquer comme ça? Parce que ça rapporte de l'argent. Toujours au même petit groupe de personnes, d'ailleurs. Donc oui, c'est difficile de penser, je pense, de penser le féminisme et l'antiracisme sans penser aussi une forme de décroissance et disons, j'allais dire d'anticapitalisme ou d'aménagement du capitalisme, mais en tout cas, c'est évident qu'en l'état, rien ne changera, quoi. Oui, et tout ce qui nous arrive, pandémie, enfin, on ne va pas parler de ça toute la soirée, mais quand même, il y a un effet où on a cru naïvement, encore une fois peut-être, où il y a eu beaucoup de mouvements de pensée, où bêtement, quantité de gens ont découvert aussi le podcast La Poudre. Je l'ai vu passer dans les témoignages, ça fait 1 an que j'ai découvert ça. Et du coup, je pense qu'effectivement, il y a eu un besoin d'intimité, d'écoute. Il y a eu du temps peut-être pour ça. Donc on se dit, il y a comme une balance qui pourrait se rééquilibrer, et parce que les contenus sont peut-être plus audibles, parce que tout d'un coup les gens sont peut-être plus prêts, parce qu'il y a la place temporelle, et en même temps, non. Non. En même temps, ça ne change pas. Et je me souviens, au tout début de la période de confinement, je n'avais pas encore sorti mon livre, et j'ai dit à mon éditeur, j'ai dit, mais en fait, j'ai plus besoin de sortir le livre, tout est évident. Enfin, pour moi, les choses sautaient tellement aux yeux, en fait, que je me suis dit, tout le monde va l'écrire, tout le monde va le voir, j'ai plus rien à raconter. Et en fait... Enfin voilà, moi je me suis dit ça va être merveilleux, les gens vont comprendre qu'il faut changer notre façon de consommer, qu'il faut revaloriser le travail des travailleurs essentiels, qu'il faut revaloriser le travail des femmes, qu'il faut remettre de l'argent dans les écoles et dans les hôpitaux, qu'il faut consommer localement. Enfin, pour moi c'était genre, c'est limpide quoi. Et en fait tout l'inverse s'est produit. Tout l'inverse. Les publications des femmes scientifiques se sont effondrées de 30%. Les violences au sein des familles ont augmenté de 30%. Voilà, la situation dans les hôpitaux a fait que se dégrader. La seule personne qui s'est vraiment enrichie, c'est le patron d'Amazon. Et au final, on s'est retrouvés en plus avec une présence des femmes qui s'est amoindrie dans les médias. Alors que les femmes étaient littéralement en première ligne. 70% des personnels de nettoyage, c'est toujours des femmes, quoi. Et en fait, non, c'était des hommes qui dissertaient entre eux à la télé, parce que dans les périodes de crise, on a besoin de la parole rationnelle et rassurante d'un homme. Donc en fait, au début de la pandémie, je me suis dit que ça allait être bon, et à la fin de la pandémie, je me disais, enfin, de la pandémie, à la fin du confinement, la première période. Je me suis dit qu'en fait, j'allais actualiser mon livre, parce que j'avais encore des trucs à rajouter. Mais c'est fou, parce que je crois qu'on a été nombreux à avoir ça, cet élan-là, et cette chute est encore plus violente, et du coup encore plus nécessaire. C'est parfait, il arrive là, maintenant, aussi pour ça. Alors, est-ce que pour toi, l'émergence actuelle du médium du podcast est un vecteur de militantisme et du féminisme, un refuge? Alors, je pense que plus largement, on va peut-être aborder du coup maintenant la question du média qui est présent à l'intérieur du livre. Plus largement que le podcast, il y a tous les médias d'à côté, il y a tous les réseaux sociaux dont tu parles et qui sont vraiment intéressants. Enfin, l'analyse est fine sur comment tout d'un coup les réseaux laissent une place de parole aux femmes, et peut-être que c'est là-dessus qu'il faudrait réagir, et le podcast en fait partie. Mais alors le podcast, c'est quand même un lieu. Dans le livre, je parle aussi pas mal de cyberharcèlement, qui est un autre mécanisme de silenciation, et qui fait que je m'interroge sur tous ces espaces féministes qui se créent sur les réseaux sociaux, qui sont en fait des espaces où des militants produisent des contenus gratuits qui ne leur appartiennent pas, selon des algorithmes dont on n'a absolument aucune clé, et pour au final risquer de se faire cyberharceler. Donc je me demande si je préférerais pas voir ces militantes-là dans les chaînes de télé, dans les grands médias ou dans les maisons d'édition. Ça, c'est une parenthèse. Le podcast, justement, c'est un espace qui est au contraire assez sécurisé. Et je pense que c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de féministes qui l'ont investi, parce que c'est un lieu où
on n'est pas interrompu, on n'est pas insulté, où les personnes qui vont écouter le podcast arrivent avec a priori l'envie de l'écouter parce que c'est un média qui est très engageant. Il faut ouvrir l'appli, il faut chercher le podcast, il faut le télécharger. Donc a priori les gens qui sont là, ils sont là parce qu'ils ont envie de t'écouter. Et voilà, et puis aussi, faut le rappeler, le podcast c'est pas cher, c'est facile à faire. Et généralement, quand une industrie émerge et qu'elle est encore au stade un peu de la niche, les femmes s'en emparent. Et puis dès que ça devient un peu plus lucratif, les hommes débarquent. C'est foutu. Et généralement, non, je rigole. Mais en tout cas, le podcast, ça a été beaucoup ça en 2015-2016. Ce que je trouve intéressant avec le podcast aussi, c'est qu'on peut, nous, en tant qu'auditeurs, se l'approprier un peu quand on peut ou quand on veut. Et que cet espace de liberté-là, dans nos vies un peu surchargées, est possible. Moi, j'ai une anecdote personnelle, mais qui, je pense, est peut-être un premier acte féministe, c'est que j'ai le temps et le droit d'écouter des podcasts, entre autres, quand je prends un bain et que mon compagnon repasse. Et je trouve que c'est déjà un acte très, très fort. Parce que, mais en fait, on en rigole beaucoup. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut se créer ces temps-là. Et peu importe quel est le cadre et quelle est la réalité. Et j'aime bien que la famille s'investisse dans mon écoute. C'est super. Parce que tout d'un coup, ça percole tout doucement. Enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, ça peut faire sourire, mais c'est important. Et sans le podcast, ça n'y arriverait pas. Parce que là, à un moment donné, on pose l'acte. Après, moi, je me pose du coup toujours la question de l'entre-soi, mais je crois que les réseaux sociaux sont là pour casser aussi un peu ça. Alors, je voyais justement passer des questions concernant l'homme à l'intérieur de tout ça, mais il y en a tellement que c'est un peu... Voilà. Carreau du temple, ça m'intrigue. On va parler après de ça. Alors, il est parfois difficile pour les hommes de trouver leur légitimité à porter certaines paroles féministes pour diverses raisons compréhensibles. Mais quelle est leur place dans ce combat ? Je mets de très gros guillemets. Est-elle nécessaire ? Peut-être pas, je ne sais pas. Donc c'est vrai que c'est une vraie question parce que le but n'est pas d'être contre, je pense, mais de faire changer. Qu'est-ce que tu conseillerais aux hommes qui suivent là maintenant tout de suite ? Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Enfin, c'est dommage de s'interroger sur la nécessité d'avoir les hommes avec nous parce qu'en fait, ce sont les hommes qui commettent les violences contre les femmes. Donc en fait, si les hommes ne changent pas, il n'y aura pas de... Voilà, donc... de l'inverse, en fait. C'est en fait... Enfin, je comprends que Jonathan pose la question, il est courageux de la poser, mais en fait, elle est très, très, très nécessaire. Jonathan, si tu n'es pas avec nous, ça ne va pas le faire. Donc oui, c'est important que tu nous rejoignes. Je me permets de te tutoyer. Hein. Et quelle est leur place ? Alors, il y a plusieurs choses. Moi, souvent, ce que je dis dans les conférences, quand on me demande, quand à la fin de la conférence, je demande à la salle s'il y a des questions, que la salle est à 90% féminine et que la première main qui se lève est une main masculine, évidemment, que la première question posée est une question posée par un homme, évidemment. C'est souvent le cas, hein, je suis désolée, mais c'est vrai, c'est aussi quelque chose que j'observe. Souvent, je propose aux hommes de se taire. Je trouve que vraiment un très bon début, un bon allié féministe est un homme qui, en fait, prend conscience du fait qu'il occupe beaucoup d'espace avec ses mots. Et c'est vrai, et c'est vrai. Il suffit d'observer dans n'importe quel dîner, dans n'importe quelle émission de télévision, dans n'importe quel lieu. Les hommes parlent plus que les femmes, les hommes interrompent les femmes, les hommes ont tendance à dire « non mais c'est bon, je sais », ou alors avoir face à eux une femme qui est experte de quelque chose. Eux, ils ont lu un demi-article avant-hier et ils vont parler 10 fois plus longtemps qu'elle. Prendre conscience de ces biais-là, la fermer un petit peu, tendre l'oreille, écouter les femmes autour, je pense que c'est déjà un excellent début. Après, les hommes qui sont en situation de pouvoir, je pense qu'ils ont aussi un rôle à jouer. Moi, je me suis rendu compte ces derniers temps, et je pense notamment à mon éditeur, Guillaume Allary, le fait qu'il ait entendu ce que j'avais à dire, je crois que je l'ai convaincu sur certains points. Je pense que ça lui fait modifier ses comportements. Ça lui fait peut-être réfléchir autrement quand il va recruter quelqu'un, quand il va recommander quelqu'un. Enfin, voilà. Et je pense que c'est aussi important, du coup, d'avoir des politiques volontaristes. Si vous êtes à un endroit où vous pouvez faire en sorte de faire monter des femmes dans des situations de pouvoir, de les faire entendre, de les mettre en avant, de les créditer. Très important de les créditer. Faites-le. Et puis parler à vos potes, en fait. Il y a aussi une responsabilité, je pense, des hommes de pouvoir dire, quand ils assistent à un comportement sexiste, d'être capable de dire, là, en fait, t'as déconné, en fait. Là, ton comportement, il est sexiste, et d'arriver à le nommer. Et je pense que parfois, c'est peut-être plus facile
Pour un homme, d'entendre de la part d'un de ses potes que son comportement était du harcèlement ou de l'agression, plutôt que de la part d'une femme. Mais par contre, pour arriver à déterminer s'il s'agit du harcèlement, si c'est sexiste, etc., il faut lire, il faut se documenter, il faut comprendre la définition de ces termes. Donc, il y a du pain sur la planche, Jonathan. Heureusement, il ne faut pas qu'il soit tout seul non plus. Alors, il y avait justement la question sur le carreau du temple. Alors, ça, je tenais à préciser parce qu'effectivement, dans la poudre, le format classique, tu es dans une chambre d'hôtel avec ton invité et il y a quelques entretiens qui se font en public. Et là, ce qui avait été mis en place ces derniers temps et qui est très présent dans Présente, c'est justement ces entretiens que tu as menés publiquement dans ce magnifique lieu. Enfin, moi, je trouve qu'en tout cas, au carreau du temple, il y a une manière de penser qui est juste magnifique. Enfin, voilà. Et donc, il y avait cette notion d'ouvrir peut-être la poudre et d'un peu modifier pour être justement en lien avec un public réel. Et donc, il y a une question autour de ça. En tant que journaliste et militante, vous organisez sur Paris de très belles rencontres au carreau du temple. Vous réalisez aussi des podcasts très intéressants avec la poudre. Serez-vous prête à partir dans d'autres régions du monde, rencontrer des militantes comme vous dans les pays au Moyen-Orient, Asie, Amérique du Sud, par exemple, etc. Et c'est une question de Samir. J'adorerais, ouais. Je suis assez... parmi l'énumération de régions du monde, là, c'est quand même l'Amérique du Sud. C'est un endroit où j'aimerais vraiment bien aller interroger des féministes. J'aurais bien aimé pouvoir suivre tous les mouvements pour le droit à l'avortement en Argentine. Les féministes mexicaines, en ce moment, c'est quand même assez... c'est le degré au-dessus, là. Elles occupent des bâtiments, elles mettent le feu. Elles n'ont plus rien à perdre, mais le féminicide au Mexique, c'est 10 femmes tuées par jour. Bien sûr. Donc... elles sont plus dans le... On est sympa, quoi. Elles peuvent plus, Voilà, elles arrêtent de demander gentiment. Et elles ont bien raison. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé faire un petit tour en Amérique latine. Mais ce que je trouve intéressant avec cette question, c'est que quelque part, parce qu'on parle effectivement des différentes nationalités, du droit à la culture, tu parles très bien aussi de toute l'exclusion, ce sont les femmes, mais ce sont encore plus les handicapés, les gros. Alors ne parlons même pas des musulmans voilés. J'adore ta perception de ça. Elle fait un bien fou en disant mais foutez-leur la paix et arrêtons d'être paternaliste sur ce regard et surtout dire attention, le problème c'est le voile, c'est pas moi, jamais. J'adore, ça fait un bien fou, ça donne, enfin voilà, et je trouve que c'est très important parce que du coup percevoir toutes ces cultures là aussi diverses, multiples qui constituent nos villes, nos sociétés, c'est une manière, je trouve intéressante aussi d'ouvrir le champ, de comprendre un peu mieux et c'est vrai que parfois on est quand même eurocentré de manière très forte et je trouverais intéressant que la poudre voyage. Maintenant on sait que c'est complexe, quoique tu organises aussi des zooms. J'ai interviewé des autrices venues d'ailleurs. Je pense qu'une des interviews les plus intéressantes que j'ai faites, c'est avec Niviaq Corneliussen, qui est groenlandaise et qui est descendante du peuple autochtone du Groenland. Autant dire que sa perception du monde est vraiment unique, quoi. Elle a une identité vraiment très forte. Et en plus, c'est une femme lesbienne, donc elle est vraiment à l'intersection de beaucoup de choses. Et l'interview avec elle, j'avais adoré parce que ça m'avait vraiment ouvert des perspectives complètement nouvelles. J'ai interviewé pas mal d'anglaises et d'américaines. Et j'ai fait un reportage dans la poudre à l'étranger où je suis allée couvrir la Women's March de Washington en janvier 2017. Oui, ça c'était au début. Donc, l'intronisation de Donald Trump. Je me rappelle, j'étais avec mon équipe et j'avais dit, j'aimerais tellement prendre mon micro et aller couvrir la manif. Ils me regardaient, vas-y. Je peux. Oui, c'est ça, tu peux. En fait, oui, évidemment. Après, le rapport aux États-Unis est peut-être un peu différent. Puis, il y a beaucoup de podcasts que tu proposes qui sont dans les deux langues, donc ça réouvre aussi. Ouais. Alors, j'imagine que c'est un travail colossal pour l'avoir vécu là avec la Corée. Je n'imagine même pas comment ça doit être énorme. Et en même temps, ce que je trouve beau, c'est que justement, ça percole autrement et ailleurs, et que ça fait réfléchir. Et il n'y a rien à faire. La culture anglo-saxonne est nourrissante aussi pour tous ces combats-là. Bien sûr. Et donc, oui, si on pouvait encore plus élargir, je trouve que ça serait notamment toute cette perspective intersectionnelle qui est vraiment centrale quand tu disais que je m'interroge pas que sur le genre mais aussi sur d'autres types de discrimination. C'est la pensée de l'intersectionnalité qui vient vraiment des mouvements afroféministes. Les mouvements afroféministes se sont interrogés sur
qu'est-ce que c'est qu'être une femme noire, et ont vraiment compris que ce n'était pas une juxtaposition de sexisme et de racisme. C'était vraiment, ça donnait lieu à des vécus, en fait, à des expériences, des confrontations à la réalité qui sont vraiment spécifiques. Et cette pensée intersectionnelle, elle est effectivement très nourrie d'écrivaines américaines comme Audre Lorde ou Bell Hooks ou Angela Davis, qui est peut-être la plus connue. Ouais. Donc c'est vrai que ça va souvent chercher de ce côté-là quand je... Oui, puis ça crédibilise aussi tout ça, parce qu'encore une fois, une femme blanche, éduquée, et tant mieux, parce que tu nous permets d'avoir tout ça. C'est complexe aussi de prendre la parole à la place d'eux, et puis ici, c'est pas à la place d'eux, c'est avec. Et ça, ça change aussi beaucoup de choses, parce que la sensibilité n'est pas la même. Tout à fait, ouais. Mais c'est vrai que c'est pour ça que j'ai autant à cœur de créditer. C'est vraiment fondamental, en fait. Je pense que je suis parfaitement légitime à partager mes savoirs et que je rends vraiment service si je le fais. Par contre, si je commence à prendre les idées que m'ont transmises Marie da Silva ou Rokhaya Diallo, mes invités sur le racisme, et que je ne les crédite pas, là, je suis en train de reproduire le schéma éternel d'invisibilisation. J'efface leur nom. Et ça correspond d'ailleurs à ce que disait tout à l'heure ton invitée coréenne, en fait, dire leur nom, c'est aussi ça qui est super important. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de notes de bas de page dans ce livre. C'est pour ça que je fais des phrases méga longues. Parce qu'en fait, c'est vraiment le soin qui doit être apporté à valoriser le travail des femmes. Et ce que je répète sans relâche dans ce bouquin, c'est qu'en fait, tout ça est là depuis des décennies. Il y a des femmes qui ont réfléchi à ces questions, qui ont pondu des thèses, des livres, des mémoires, des blogs. Voyons-les, quoi. Voilà, voyons-les, nommons-les, allons chercher. Et cette espèce de... Et je pense que c'est aussi une dimension de l'épuisement féministe, c'est-à-dire qu'on nous redemande sans cesse de prouver, de réinventer, de démontrer, alors que toutes ces recherches, elles ont été faites, mais elles sont juste très mal référencées, très mal archivées, très mal valorisées, en fait. Les écrits des femmes disparaissent, les femmes scientifiques se font voler leurs avancées, leurs découvertes. Et donc, voilà, moi, je me bats inlassablement pour les faire remonter à la surface et que ces noms soient dits et que ces bouquins soient lus, quoi. C'est assez fort ce que tu dis. En fait, j'ai la chance en ce moment de suivre un petit séminaire avec Vinciane Després, que tu connais certainement. Oh, j'aurais pu l'interviewer. On va aller à Liège, on s'organisera ça. Vinciane, si tu nous écoutes, on va... Mais bon, tu repars demain maintenant. Mais du coup, elle dit un très chouette truc, c'est qu'au début, en tant qu'universitaire, on leur apprend à invisibiliser dans les témoignages, les sociologues, etc., et qu'on se raconte que c'est une manière de respecter l'individu, de pas forcément le citer ou le nommer, et c'est vraiment quelque chose d'établi, en tout cas dans les années 90, dans les questions de sociologues, etc., et qu'elle s'est retrouvée à aller dans une mission de l'ONU, je pense, mais elle me complétera, en ex-Yougoslavie, rencontrer des gens dans un camp de réfugiés et qui, grosso modo, n'arrêtaient pas de lui dire qu'ils n'étaient pas des réfugiés et qu'ils se nommaient, et qu'il lui a fallu beaucoup de temps avant de comprendre qu'il fallait surtout nommer ces gens et pas les mettre dans une masse. Mais vu que le savoir universitaire lui inculquait que par respect, il fallait effacer les noms, et tout d'un coup, la pièce est tombée, mais au bout de, je ne sais plus combien elle disait, un nombre insensé d'interviews, et que c'est à un moment donné un homme qui lui a pris son stylo dans les mains et qui, quelque part, s'est nommé en disant vous récoltez la matière, je vous la donne et j'en suis ravie, mais nommez-nous, c'est indispensable. Et là, ça concerne tout le monde, ce n'est pas que des questions, l'individu, c'est important dans nos sociétés pour aussi créer un meilleur collectif. Et renommer, pour le coup, ce n'est pas se justifier ni se dire « Ah, j'ai lu que machin » ou un truc, c'est donner vraiment la place centrale à tout un chacun. Et voilà. Et j'aimais bien aussi un truc que tu disais sur les prises de parole. Je crois que nous sommes deux personnes bavardes, et c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est comme ça. Et parce qu'il y a effectivement cet effet où moi, on me dit souvent, on me taquine, ah, mais tu parles beaucoup. Ben oui, parce que l'expression, elle est importante, et la réflexion tout haut, elle est importante aussi. Bon, le but n'est pas d'endormir tout le monde non plus, mais de citer, mais je trouve ça essentiel. Voilà, il faut arrêter de s'excuser. Voilà. Et donc, on va prendre une question de Clara, du coup. Alors, comment sensibiliser ma petite sœur de 20 ans au féminisme qui, comme moi, à son âge, ne voit pas le problème, ou du moins ne se sent pas concernée. J'essaye de lui envoyer des infos, mais je la sens réticente. Comme les hommes autour de moi, finalement. Alors, c'est Clara qui nous pose cette question qui est alors là, mais plus que centrale.
Moi, à 20 ans, j'avais aucune pensée féministe, hein. Enfin, une espèce de pensée un peu basique d'empouvoirment, un peu magazine féminin. Donc, ça viendra peut-être avec les expériences de la vie. Parfois, il y a aussi des livres qui donnent des bons déclics. Peut-être que ça peut être pas mal de commencer avec peut-être des BD. Je pense que Pénélope Bagieux, c'est toujours une très très bonne entrée en matière parce que c'est facile, c'est joyeux et en même temps c'est très très politique. Qu'il y a d'autres, il y a Myriam Mal, il y a les BD de Catel aussi sur les biographies de femmes, genre Olympe de Gouges que j'avais adoré lire. Enfin ouais, je pense que la BD c'est pas mal. Je crois qu'il y a aussi une question de réseau, c'est qu'au bout d'un moment, c'est aussi les gens qui réfléchissent, ou parce que je connais par contre d'autres personnes de 20-25 ans qui le sont peut-être encore plus. Enfin, c'est vraiment, moi ce que j'observe, c'est que bien souvent, le féminisme, il vient avec un vécu, en fait, une expérience. Ça va être pour certaines femmes une expérience de discrimination ou de harcèlement au travail. Pour une autre, ça va être la maternité, l'accouchement. Enfin... Voilà, ça dépend, ça viendra. Il faut lui laisser le temps. Merci John, je vois un peu. Alors du coup, voilà, il y a quelque chose la question est passée aussi sur le fait d'écrire. Donc les podcasts, là, tu les mènes depuis 5 ans. Je crois que c'est indispensable de les continuer parce qu'on les attend. D'accord. Désolée. Mais parce qu'on a encore envie de découvrir toutes ces femmes et c'est un des plus beaux vecteurs qui soit. Enfin, tu disais qu'à un moment donné, à France Inter, ils t'ont demandé de faire une émission sur les savantes quand le podcast existait déjà. En même temps, elle n'existe plus, cette émission, pour le moment. Donc, il faut continuer à faire entendre ces paroles de femmes. Et puis, le mode est tellement beau, enfin, de simplicité, d'échange. Je trouve ça vraiment top. Mais est-ce que du coup, la notion de livre n'est pas effectivement une autre manière le fait que la poudre finisse aussi en ouvrage alors que finalement, il n'y aurait peut-être pas besoin. Est-ce que cette chose-là te donne envie d'écrire encore ? Oui, je vais écrire la suite de Présente. Et ce serait quoi la suite de Présente ? Eh ben, c'est justement les thématiques que j'ai pas abordées ou que j'ai un peu effleurées dans Présente. C'est un peu les thématiques que je suis en train d'explorer dans la saison 5 de La Poudre actuelle. Donc, tout ce qui concerne la pensée féministe queer, toute la réflexion sur la binarité de genre. En fait, l'idée, c'est un peu de me projeter dans l'avenir et d'imaginer à quoi pourrait ressembler une société féministe. Et de voir que, finalement, il y a déjà beaucoup de pistes. Et que, voilà, se départir, par exemple, de cette idée que la société serait divisée en 2 catégories, les hommes et les femmes, ça peut être un super bon début, en fait, pour construire autre chose. Et tu crois que tu mettrais un peu de fictionnalité, de dystopie potentielle, ou pas du tout ? Non, c'est un fait. Il n'y a pas besoin. Enfin, je vais y mettre, je pense, beaucoup de références, beaucoup de théories, ça c'est sûr. Mais aussi des exemples, parce qu'il y a des pays où c'est déjà le cas. Il y a des pays, je crois que c'est aux Pays-Bas, il n'y a plus de mention du sexe à la naissance des bébés. Parce que pourquoi, en fait et voilà. Après, évidemment, il faut parler d'écoféminisme aussi. Il faut parler des liens. C'est pour ça que je veux Vinciane Després en interview, qui a donné son mail. Voilà, il y a les liens, parler des liens entre l'écologie et le féminisme, réfléchir à ce que c'est que le travail féministe, ce que c'est que la justice féministe. Enfin, voilà, je donne un gros scoop, là. Je te fais le pitch de mon prochain bouquin. Il donne envie, on a déjà envie de l'entendre. Enfin, ou de l'entendre, non. J'ai intérêt à l'écrire déjà. Mais en fait, ce que je trouve bien avec le médium livre, c'est qu'on peut se l'approprier. Après, il y a quand même aussi une barrière sociale. Tu parles de beaucoup vouloir décloisonner, c'est une nécessité. Mais est-ce que le livre n'est pas quand même aussi un rapport un peu excluant à toute une partie ? Et c'est peut-être pas grave, mais... Ouais, alors moi j'essaie d'écrire d'une façon quand même assez accessible, assez orale. Enfin, j'essaye aussi de vulgariser au maximum. Donc voilà, après un livre ça coûte cher, ça coûte 20 €. Bien sûr. Mais il est dans des bibliothèques. S'il y a des personnes qui me le demandent en PDF, je l'envoie toujours. Et puis ça se prête, et puis ça peut s'acheter à plusieurs. Je pense que c'est quand même un objet assez... au fond, peut-être moins impressionnant que le podcast. L'utilisation du podcast, elle est quand même très CSP+, très urbaine. Moi, une grosse partie de mon audience, elle est à Paris. Puis après, quand tu vois les villes qui viennent après Paris,
c'est drôle. Je crois que juste après Paris, c'est Londres. Enfin, oui, c'est quelque chose de la cité. Voilà, ouais. Donc finalement, le livre, c'est un objet basique en fait. Tout le monde sait comment l'utiliser. Puis ça s'offre. Enfin, moi, je trouve que c'est un très beau vecteur de cadeau aussi. Ouais. Enfin, puis ça reste, et puis ça tourne, et puis ça se prête. L'autre jour, j'ai vu Camélia Jordana qui a posté mon livre sur Instagram et j'étais trop fière. Et donc j'ai repartagé. Et il y a la chanteuse Pomme qui m'a dit oui, c'est moi qui lui ai prêté. Et ça m'a encore plus émue en fait de me dire que voilà, enfin, en fait, ça circule, il était en train de circuler quoi. Et est-ce que il y a, par exemple, dans ce livre-là, quelle est la chose dont tu es la plus, j'allais dire le mot fière, mais c'est pas tant fière où tu te dis, ah là, j'ai réussi à mettre les mots sur ce qui me semblait tellement essentiel et qui finalement, dans les interviews, peut-être passait plus inaperçu. Est-ce qu'il y a une chose où tu dis, mais ça, oui, vraiment, grâce au livre Ou plusieurs. Je sais pas, la première chose qui me vient à l'esprit, parce que ça m'a touchée que tu me dises ça, parce que j'ai rencontré 2-3 personnes en Belgique où je sentais que c'était un peu la partie qui bloquait concernant le voile. Ah oui, mais on n'a pas le même rapport à la laïcité, c'est peut-être pour ça. Ouais, quand je suis venue faire la promo du bouquin, mais d'ailleurs, par ailleurs, j'ai adoré ma promo belge. J'ai trouvé les journalistes belges tellement bienveillantes et c'était vraiment super. Parenthèse. Mais j'ai vraiment senti qu'effectivement, sur le voile, il y avait des résistances assez fortes. Mais comme il y en a en France, c'est pareil. Mais voilà, moi, j'ai fait la rencontre de cette sociologue, donc Anan Karimi, que j'avais reçue au Carreau du Temple, qui m'a vraiment donné toutes les clés en fait pour comprendre correctement cette question et voilà, et je suis contente d'avoir réussi à joindre sa parole, qui est une parole de personne concernée, qui est aussi une parole de chercheuse, qui a vraiment beaucoup observé et identifié tous les mécanismes, et qui les nomme avec des termes assez savants. Elle parle d'agentivité, voilà, et d'avoir adjoint sa parole à la mienne, qui est une parole plus de journaliste, qui n'est pas concernée, mais je vais pouvoir rassembler des données, des chiffres qui viennent étayer son propos. Je trouve qu'au final, ce passage-là, il est assez convaincant. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, après l'avoir lu, qui m'ont dit qu'elles avaient changé d'avis. Et ça, c'est bon, ça fait plaisir. Ouais, je comprends. Alors, il y a encore évidemment beaucoup de questions, c'est super. Mais moi, j'ai une question. Et je crois que c'est peut-être la raison pour laquelle je me suis dit, je vais oser inviter Lorraine Bastide, qui, à chaque fois que j'écoute un épisode de La Poudre, je me dis, j'ai envie de lui poser, on a dû la poser 3500 fois, c'est qu'est-ce que ça t'évoque, toi, la poudre? Tu ne le dis jamais. Tu me demandes à tout le monde. Moi, ça m'évoque mon boulot. Oui, mais pourquoi la poudre? C'était justement ce flou-là qui me plaisait. Je sais, vraiment, c'est un mot qui m'est venu à l'esprit bien avant de lancer le podcast. J'avais déjà déposé la marque pour un média, parce que je trouvais que c'était un super nom de média adressé aux femmes, ou parlant des femmes, parce qu'il y avait cette polysémie justement du mot, où on pouvait à la fois penser au maquillage et à la poudre à canon. Bien sûr. Et donc c'était vraiment ça. C'était ta manière à toi de t'approprier tout ça à la fois. Ouais, et en fait c'était aussi ma façon à moi de dire que ça veut dire plein de choses, quoi, et que c'est complexe. Et qu'on est plus complexe que voilà. Ça. Ouais. Alors, je reprends une autre question. Peut-on rêver à plus de fluidité dans les genres et leur acceptation? Leur complexité est immense et de plus en plus, soyons fluides, vraiment. Il faut aussi que la société, au sens large, s'empare de la question et que la question et notre combat dépassent la dimension communautaire. Il y a du taf, mais vous y contribuez grandement, Lorraine. Pierre Theys. Merci Pierre, c'est vachement sympa. La société au sens large s'empare de la question. Je pense que c'est quand même en train de déborder un peu des cercles militants, même si effectivement parfois on se sent un peu dans une petite bulle militante. Enfin, je ne sais pas bien dans quel cercle Pierre évolue, mais peut-être que parfois sur Instagram. Pierre, ou quoi, il est le directeur adjoint du théâtre. Ah d'accord, ok. Okay. Et c'est vraiment quelqu'un qui pose j'aime beaucoup, qui a une manière de se poser des questions du monde et d'essayer de comprendre tout le monde tout le temps. Et c'est le programmateur danse aussi, et donc le rapport au corps est essentiel dans hyper son important. Ouais. En fait, moi je pense que ce qui est génial de savoir ça, c'est que en fait
Pierre va pouvoir, je me permets du coup d'appeler Pierre, va pouvoir agir peut-être dans sa programmation, dans je sais pas, aller chercher une chorégraphe queer, non-binaire. C'est ce qu'il fait déjà. Voilà, exactement. Et je pense qu'en fait, c'est aussi important de se dire, moi bien souvent, il y a des femmes qui m'écrivent en me disant, moi je suis pas comme vous, je suis pas journaliste, je peux pas faire ce que vous faites, moi je ne suis que... je sais pas, je travaille dans une crèche ou je travaille dans une entreprise, etc. Et en fait, il y a toujours quelque chose à faire depuis l'endroit où on est. Et je me rappellerai toujours d'une femme ingénieure qui était venue me voir à Strasbourg. Elle m'avait dit, moi je travaille dans une entreprise, je suis ingénieure en informatique, je suis la seule femme de ma boîte. C'est l'enfer sur Terre, je bouffe du sexisme H24. Et je viens de me battre pendant 6 mois pour avoir le droit de rajouter un E à ingénieureux dans ma signature de mail. Et c'est remonté jusqu'au PDG de la boîte, et j'ai gagné. Et c'était mon combat. 6 mois. Et ça a pris 6 mois, et elle avait l'air éreintée, elle avait l'air de trouver ça complètement dérisoire. Vous vous rendez compte, moi, ce que je fais, j'étais, mais en fait, vous vous rendez pas compte, tous les gens à qui vous allez envoyer des mails maintenant, qui vont voir ce mot avec un E, ils seront plus choqués de voir le mot ensuite, et ça change profondément les Donc choses. la lutte, elle est là aussi, bien évidemment. La lutte, elle est là, la lutte, elle est absolument partout. Il n'y a pas un champ où le genre n'est pas en jeu. Alors il y a une question sur la ruralité, parce qu'effectivement on a évoqué le fait que c'était vraiment une consommation urbaine. Dans le livre aussi on parle des espaces urbains et justement quelle place pour ces réflexions hors des villes, dans les espaces ruraux où parfois de manière contre-intuitive la parole circule moins facilement. Effectivement, c'est intéressant de se poser la question de comment s'adresser à toutes et à tous, ne pas oublier ces zones aussi, ou peut-être que les traditions dont parlait Kim tout à l'heure aussi étaient peut-être plus ancrées, des rythmes. Alors, je ne sais pas, est-ce que tu fais des tournées un peu parfois Non, moi, encore une fois, moi, je suis pas chercheuse. Bah oui, c'est ça. Après, il y a effectivement la sociologie des milieux ruraux, elle est pauvre en fait. Il y a pas beaucoup de recherches en études de genre dans les milieux ruraux. C'est un gros pan, c'est un gros angle mort en fait médiatique. Parce qu'encore une fois, l'argent, c'est pas intéressant. Peut-être, il doit y avoir de ça. Après, c'est aussi que la recherche, elle est vachement centrée dans les grandes villes où il y a les universités. Enfin, je sais pas. Mais je sais qu'il y a des journalistes qui s'y attellent, qui essayent de combler ces vides-là. Et il faut vraiment que ce soit fait, ouais, complètement. On arrive malheureusement tout doucement au fait qu'on doit clôturer. On ne va pas kidnapper les gens trop longtemps. On va aller faire dodo. On va aller faire dodo, oui, surtout que tu pars très tôt demain. À 6 heures demain. Oui, à moins avant 6 heures. J'avais quand même envie, sincèrement, de te remercier, vraiment. Pas que pour les livres et les podcasts, mais parce qu'effectivement, on sent un travail de fond, on sent une nécessité, on sent une lutte, même si elle est collective. Et c'est pas vraiment une question, mais je me dis, qu'est-ce qui te nourrit le plus finalement et qu'est-ce qui fait que tu continues ce chemin et tu as l'air très sereine finalement, même si tu disais que les choses ne sont pas toujours faciles, mais voilà, quels sont finalement tes moteurs pour continuer à défendre tout ça, valoriser tous ces gens, enfin voilà. C'est la certitude que c'est vrai, quoi. C'est vraiment utile. Ouais, que c'est puis surtout que je sais pas, j'ai trouvé un endroit où il y a toujours à défricher, et il y a toujours je sais pas. Enfin, Parce que tu viens de dire que tu n'es pas chercheuse, mais quelque part, en pointant tout ça et en mettant en avant, je ne suis pas journaliste, je me permets d'interviewer. Enfin, tu vois, je trouve complètement. Que au bout d'un moment, se déplacer aussi, c'est important. Et donc, je trouve que, en fait, tu cherches. Enfin, grâce à tous ces gens. Peut-être que je rassemble, on va dire. Ouais, tu rassembles. Tu crées des liens, quoi. Je regroupe. Mais non, mais ça me passionne vraiment, en fait. Cette lunette de genre à poser sur le monde, en fait, quand on commence à le faire, ça devient un peu une obsession. Et voilà, elle m'a pas encore quittée. Ouais, mais c'est super. Et j'ai envie d'une chose, c'est qu'en fait, la soirée, là, maintenant, ce soit qu'un début. Alors, ça paraît très naïf de dire ça, mais qu'en fait, si tous les gens qui ont suivi, et puis ceux qui vont peut-être suivre encore par le replay, ou ceux qui ont dit « Ah, j'avais jamais entendu parler », ou ceux qui suivent la poutre peuvent se mélanger, se décloisonner, se frictionner, ne pas être d'accord. Enfin, là, moi, je serais ravie de ce pourquoi aujourd'hui on questionnait les récits féminins. Et donc voilà.
on va passer demain continue avec le festival. On est encore un peu dans la comète des récits féminins demain à midi, parce qu'en fait, il y a Guillaume Poix, qui est un auteur français que j'aime beaucoup, qui a beaucoup d'humour, qui a aussi une quarantaine d'années, qui va être questionné par Geneviève Damas, qui est une auteure belge, sur en fait son rapport au récit féminin, mais dans le fait que lui s'est constitué avec des femmes comme Dorothée ou Romy Schneider. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'un petit garçon qui grandit et qui devient auteur, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il fait avec toutes ces figures? Il a beaucoup d'humour, et ce que je trouve chouette, c'est que pour le coup, c'est un homme blanc de 40 ans qui s'empare de ces questions-là et se dit surtout, mais moi, on m'a donné ça comme nourriture féminine, alors maintenant. Et donc, je crois que le rendez-vous de demain midi, il va être une belle pirouette. Ouais, et j'adore le fait qu'ils se le permettent, qu'ils ne se censurent pas là-dessus. Donc je suis très contente que quelque part ce soit la petite comète finale sur ces récits féminins. Et le soir, en revanche, alors là, on va être, c'est quasi caricatural, je m'en suis rendu compte après, on est plongé dans le polar coréen, et sur le plateau avec moi, je n'ai que des hommes d'une 50aine d'années, blancs, mais on mettra en valeur des auteurs coréennes de polar, femmes. Et en fait, c'est marrant parce qu'on a aussi ce cliché-là et qui en même temps est réel. Les spécialistes et les personnes concernées du polar en plus coréen, j'ai trouvé deux hommes que j'aime beaucoup par ailleurs, qui sont Philippe Manche, qui est journaliste, et Pierre Biziou, j'arrive jamais à prononcer son nom, qui est éditeur de Matin Calme, et qui du coup va nous parler de tout ça, mais c'est assez marrant comment on parlait tout à l'heure de qui est sur le plateau. Mais on aura aussi un entretien avec Seo Mi-ae, qui est donc une auteure coréenne du genre polar et qui est assez formidable. Donc voilà, ça c'est la journée de demain, mais tout est disponible sur replay. On a eu beaucoup de choses à échanger aujourd'hui, donc je pense que tout le monde va pouvoir dormir là-dessus. Merci à toutes et à tous. 벌써 며칠째 소민이 학교에서 돌아오는 길에 무장난이었다. 그런데 어제까지 개울 기슭에서 하더니 오늘은 징검다리 한가운데 앉아서